À 11h02, on attaque? Eh ben, il est 11h02. Eh ben, bien joué. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, nous allons vous présenter l'alignement entre les équipes Growth et Sales pour 2026, puisqu'on estime que vous allez vous projeter dès l'année prochaine, puisqu'on est déjà en octobre et donc Q4, les chiffres de Q4 sont déjà bien lancés. Donc, on a prévu de se projeter directement sur janvier et la rentrée 2026. Donc, moi, je suis Pierre Guillarme, Content Manager chez Faro. Donc, je suis chargé de créer tous les contenus, notamment cette présentation, par exemple, ou les publications LinkedIn que vous pouvez voir, mais également les vidéos sur YouTube, etc. Et je suis accompagné aussi d'Imer et de Maël, que je vais laisser se présenter. Ouais, moi c'est Meur, je suis growth chez Faro, donc je fais partie de notre équipe acquisition avec Pierre et Alexis que vous avez peut-être déjà vu. Je m'occupe des campagnes de prospection et je viens d'Irlande, donc voilà le petit accent. Et moi, je suis Maël, du coup, account exécutive chez Faro. Donc, je m'occupe de présenter la solution en démonstration et d'accompagner les personnes qui sont en phase de test chez nous. Merci. Avant d'attaquer ce webinaire, on va faire une présentation succincte de Faro. Donc, vous avez un graphe qui récapitule un peu tout ce que je vais dire. Mais, Faro, c'est une plateforme d'intelligence commerciale qui vous permet d'alimenter et d'enrichir votre prospection avec des données B2B qualifiées. Donc, on recoupe plus de 40 sources de données au même endroit. Et on est bien une plateforme et pas seulement un outil, puisqu'on est une solution tout en un sur laquelle vous pouvez venir connecter vos outils, justement, comme vos CRM, donc Pipedrive ou HubSpot en intégration native, vos outils de cold emailing comme Lemlist et la Growth Machine, ou tout autre outil via un webhook et une automatisation. Et aujourd'hui, on est une quinzaine de collaborateurs basés à Paris, mais on œuvre en télétravail, donc on est globalement dans toute la France et on a plus de 1000 clients à l'heure actuelle. Donc, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Pourquoi l'alignement Growth et Sales? Parce qu'il y a eu ces dernières années une révolution dans l'outbound B2B. Donc, sur la période 2020-2024, grosso modo, une explosion du nombre d'outils, une croissance phénoménale de beaucoup d'entreprises qui ont révolutionné l'outbound et la prospection. Lemlist en est un excellent exemple, par exemple. Les équipes ont fortement augmenté en effectifs et il y a eu énormément de données qui ont été récupérées, scrappées et créées durant ces années. Et depuis 1 an ou 2, on constate une baisse des taux, par exemple des taux de réponse sur les emails ou même des taux d'atterrissage en inbox. Et donc, là où il y avait une énorme croissance entre 2020 et 2024, il y a plutôt un palier qui a été atteint et une structuration depuis l'année dernière. Et donc, dans cette dynamique-là, il est essentiel que toute la donnée qui a été accumulée au cours des dernières années soit structurée et soit correctement exploitée. Donc, entre l'équipe Growth qui est chargée d'aller chercher cette donnée et de la structurer et l'équipe Sales qui est chargée de la convertir. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a décidé d'aborder ce sujet pour vous donner nos meilleures pratiques sur l'alignement entre vos équipes acquisition et votre équipe Sales. Alors, on a Maël qui... Les aléas du direct. On a Maël qui a eu une coupure Internet. C'est bon, Maël, tu es de retour parmi nous? Impeccable. On va pouvoir lancer avec la première partie et je vais laisser la parole à... Ah, pardon, avant, je vais vous présenter le sommaire. Donc, ça va être découpé en 2 parties. La partie Growth présentée par Imer, où elle va nous expliquer comment elle construit ses listes de prospection, comment elle cadre sa donnée et comment elle va la chercher. Et ensuite, la partie Sales présentée par Maël, qui va nous expliquer comment il exploite la donnée que Imer lui transmet. Et les deux vont nous expliquer leurs meilleures pratiques pour n'avoir aucune perte dans la passation des données. Donc, je vais laisser la parole cette fois à Imer. Top. Merci Pierre.
Donc, je vais parler concrètement sur comment je prépare le terrain côté growth pour lancer des campagnes de cold calling donc, efficaces. Donc, l'idée, c'est de vous donner une vision de tout ce qui se passe avant que le sales décroche son téléphone. Donc, il y a le cadrage avec Maël, notre sales, le choix de la cible, le mapping des comptes, chauffer des comptes en amont par email, le partage des listes et puis comment on systématise des feedbacks pour améliorer la session suivante. Donc, la première étape pour moi, c'est toujours de cadrer avec Miles, qui est réaliste. Donc, je prends le temps de voir avec lui combien d'appels il peut passer de façon réaliste dans une session. On discute aussi du rythme. Donc, est-ce qu'il veut faire une session de cold call par semaine, 2, 3, est-ce que ce serait toutes les semaines? Et de mon côté, ça me permet d'ajuster directement le volume de la liste que je vais produire. Donc, si je lui donne une liste de 105 contacts alors qu'il a le temps d'en appeler que 200, c'est pas utile. Ça va dormir dans le fichier, ça va vieillir, ça va surtout nous décourager. Et en même temps, ce cadrage est aussi important pour moi parce que je vais être réaliste sur ce que je peux produire en termes de qualité. Parce que sortir sans nom de boîte, ça, je peux faire très vite. Mais sortir sans compte pertinent, mappé, avec des infos prêtes pour l'appel, ça demande du temps et de l'attention. Donc, c'est un équilibre qu'on ajuste à chaque fois. Donc, je produis assez de manière qualitative pour qu'il ait de quoi travailler, mais pas trop pour qu'on perde de temps à préparer ou stocker des comptes qui ne seront pas appelés tout de suite. Ensuite, une fois qu'on a cadré la capacité, on définit ensemble la cible. Pour nous, chez FAO, ça peut être plusieurs types de comptes. Donc, les boîtes qui ont déjà une équipe SDR, celles qui sont en train de recruter des commerciaux, celles dont l'effectif commercial est en croissance, ou sinon des comptes non CRM qui sont intéressantes à réactiver. Pour trouver ça, j'utilise directement les filtres dans FAO. Donc, je peux combiner plusieurs critères en même temps. Et parfois, je peux aller sur d'autres sources. Donc, par exemple, je peux aller voir les annonces de recrutement sur Indeed ou LinkedIn Jobs. Parce que si une boîte mentionne LinkedIn Sales Nav dans un fiche de poste, ça veut dire qu'ils sont plus ou moins pile dans leur cible. Et dès cette étape, j'utilise des filtres CRM dans FAO, donc le filtre Lifecycle, pour écarter automatiquement les clients existants et les churners récents, etc. Ensuite, une fois que j'ai ma liste de comptes, et là où je passe le plus de temps, c'est vraiment sur les organigrammes des entreprises en FAO. Donc, je vais aller fonction par fonction. Je vais aller au niveau de la direction. Je vais regarder les profils sales, marketing, parfois aussi ops. Donc, le but, c'est de ne pas passer à côté d'une personne qui pourrait être pertinente pour nous. Donc, je prends vraiment soin d'identifier plusieurs profils, donc à différents niveaux dans l'entreprise. Parce que si on se retrouve avec un seul contact dans une boîte et que cette personne n'est pas disponible ou pas réceptive, on risque de conclure un peu trop vite que c'est un compte no-go. Ou alors, il faudra revenir dessus, le remapper, rajouter des personnes dans la liste suivante. Et ça peut devenir un peu désorganisé et pas très efficace. Donc, c'est pour ça que je préfère de prendre le temps en amont de bien mapper les comptes dès le départ. Et encore une fois, c'est là où je passe vraiment le plus mon temps et quand je prépare les listes pour mail. Donc, c'est à naviguer dans les organigrammes et m'assurer qu'on ne manque personne. Donc, une fois que j'ai la liste bien définie et mappée, je chauffe les comptes par email ou avec une séquence multicanal, donc LinkedIn, avant que mail les appelle. L'idée, ce n'est pas de décrocher un rendez-vous directement par email, mais plutôt de multiplier les points de contact. Parce que quand on est appelé par quelqu'un dont on a déjà vu passer le nom, même rapidement, ça change un peu la perception. C'est plus complètement un cold call. Donc, c'est une petite étape en plus, mais qui peut vraiment rendre la discussion plus fluide pour Maël. Il faut savoir qu'avant, on regardait de très près les taux de conversion d'une séquence email ou même une campagne d'ads. Est-ce que ça a généré des ops ou pas? Aujourd'hui, on considère que tous les points de contact sont là pour faire avancer un prospect dans le funnel d'acquisition. Donc, vous connaissez sûrement les étapes classiques, awareness, intérêt, considération, etc., conversion. Donc, chaque email, pub ou appel n'a pas forcément pour but de convertir tout de suite, mais de pousser la personne un peu plus loin dans le parcours. Donc, c'est pour ça l'email, pour nous, reste indispensable.
Donc, ce n'est pas seulement pour convertir parfois très vite, mais comme une brique d'un parcours plus long aux côtés des autres touchpoints, donc les ads, LinkedIn, les appels. On entend souvent, que les canaux de prospection sont complètement saturés, qu'il faut se différencier. C'est vrai, mais ça ne veut pas forcément dire que votre message n'est pas bon. Peut-être qu'il n'a pas été vu, que le prospect était trop occupé ou justement trop sollicité. C'est pour ça qu'il faut penser sur le long terme, donc nurturer le prospect ou le compte sur plusieurs points de contact. Une fois que j'ai fait le ciblage et éventuellement un warming, je passe à la partage et la construction de listes pour le cold call. Et là, c'est vraiment important de dire que c'est vraiment notre façon de fonctionner. Nous, on a fait le choix de travailler sur un Google Sheet. Pourquoi? Parce qu'on a pris le parti de mettre que des opportunités dans le CRM. Donc, les contacts ou les prospects pour le cold call, je les garde dans un fichier à part pour mail. Donc, ça colle bien à notre organisation parce que Mail n'a pas beaucoup de temps pour faire des sessions de cold call. Il y a eux, donc il y a d'autres sujets comme les démos et le suivi des ops. Donc, quand il se met à appeler, il faut que ça soit ultra simple et rapide. Donc, avec le Google Sheet, il a tous les infos sous les yeux. Il n'a pas besoin de cliquer partout. Il ouvre le fichier et peut enchaîner les appels. Donc, c'est-à-dire que dans le G-Sheet, il y a la donnée classique, donc le nom de la personne, le nom de l'entreprise, LinkedIn du prospect et de l'entreprise, le site web de l'entreprise aussi, mais aussi le stack technologique, donc le CRM utilisé. Donc ça, je récupère dans Faro. Et s'il y a des anciennes apps dans notre CRM, je note aussi leur stack de prospection, donc Lemlist, CSNAP par exemple, si c'était noté. Le lien CRM, s'il y a déjà un up au niveau de l'entreprise et au niveau de la personne, et des notes contextuelles. Donc, par exemple, essai en mai 2023, intéressé par le webhook, en train de recruter un SDR ou like des posts sur des workflows outbound. Mais il faut garder en tête qu'il y a plein d'autres façons de fonctionner. Par exemple, quand j'étais BDR dans mon ancienne boîte, je n'avais qu'une mission, plus ou moins, c'était de passer des appels. Donc là, notre compte m'envoyait un fichier avec un liste de prospects avec un lien HubSpot. Et donc, avant d'appeler le prospect, je passais 2-3 minutes à regarder les ops liés à ce compte dans notre CRM, à consulter le LinkedIn de la personne, les infos de contexte, le site web de la boîte, ainsi que les interactions passées par email. Et avec Faro, vous pouvez garder exactement ce même mode de fonctionnement, même en l'automatisant. Donc, vous pouvez pousser directement les prospects dans votre CRM, donc sans passer par export, import manuel. Le CRM est enrichi automatiquement avec les infos dans Faro, donc en fonction de vos paramètres d'export, donc le site web, LinkedIn du prospect, etc. Et vous pouvez aussi configurer des petites automatisations avec Make ou autre pour les placer dans un pipeline de cold call. Une autre possibilité, ce serait de créer des listes dédiées pour vos BDR ou commerciaux dans Faro. Donc, ils pourraient ensuite utiliser les filtres d'intégration pour cibler, par exemple, uniquement des comptes qui ont déjà un up dans le CRM. Donc, ça leur met de démarrer leur session de cold call par de la réactivation pour se chauffer un peu avec des contacts avec qui on a eu un historique. Pour ceux qui activent le taux d'ouverture et cliquent dans leur outil d'envoi, nous, on ne le fait pas pour des raisons de délivrabilité, mais il est aussi possible de filtrer les contacts par engagement. Et comme ça, vos commerciaux peuvent prioriser les contacts qui ont déjà ouvert ou cliqué sur des campagnes ou même répondu à une campagne de warming email. Côté produit chez FAO, on travaille sur le sujet de la collaboration. Donc, d'ici la fin d'année, vous pourrez partager vos listes directement dans FAO. Donc, si vous et vos commerciaux ont chacun un compte, vous pouvez donc partager vos listes en quelques clics. Donc, pour résumer, les deux approches existent. Donc, soit comme nous, où je prépare tout en détail dans un Google Sheet pour mail parce que son temps est limité, soit une approche plus autonome pour un BDR ou un commercial qui peut filtrer directement dans Faro, les notes dans CRM et LinkedIn en parallèle. Simplement, chez nous, comme on fait que du cold call sur des comptes stratégiques et que Mail a plusieurs sujets, on a choisi la première méthode. Donc, je prépare tous les infos en amont pour Mail pour qu'il n'a plus à se concentrer sur l'appel.
Donc, une fois que Maël a commencé à passer les appels, on a besoin de suivre ce qui se passe. Donc, encore une fois, on le fait à notre façon, donc, qui est assez simple, dans le Google Sheet. Concrètement, j'ai mis en place 2 colonnes clés. Donc, une colonne avec des options déroulantes, statut, où Maël peut indiquer rapidement appeler, rappeler, objection, rendez-vous à appeler plus tard. Et une colonne notes où elle peut préciser le feedback. Donc, par exemple, une objection qu'il a eue ou un détail de contexte à garder. Donc, ça a l'air assez basique, mais en fait, ça marche super bien parce qu'on peut ensuite filtrer la liste très vite. Par exemple, en un clic, on peut voir uniquement des prospects à rappeler ou objections. Et surtout, ça nous donne de la matière pour analyser les résultats. Donc, si on voit qu'une objection revient 10 fois de suite, c'est peut-être que moi, j'ai mal ciblé ou on doit revoir l'accroche. Donc là encore, il y a plein d'autres fonctionnements possibles. Donc, beaucoup d'équipes font ce suivi directement dans nos CRM en mettant en jour la fiche de contact après chaque appel. Donc, si vous avez mis en place un pipeline, vous pouvez faire le même type de statut à rappeler, objection, réactiver plus tard, etc. Ça marche très bien, surtout si on a une grosse équipe de commerciaux ou de BDR, mais comme dans notre cas, comme on est sur du cold code très stratégique, Google Sheet est plus léger et plus rapide. Ça permet de Maël à tout mettre à jour en quelques secondes et moi, derrière, je peux exploiter les infos par la suite. Donc, pour terminer, et encore sur le sujet du feedback, on a pris l'habitude de faire un review success post-mortem tous les 2 semaines avec Maël et Alexis aussi. Donc, on regarde ensemble ce qui a fonctionné, ce qui a moins marché, les objections qui reviennent le plus. Et à partir de ça, on peut ajouter la cible, les intents ou les accroches pour la session suivante. Donc, c'est vraiment cette donnée qui nous permet de progresser de façon systématique. Voilà pour ma partie côté préparation et suivi. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Maël qui va vous parler de la partie cold call en elle-même. Maël, il faut que tu actives ton micro. Ouais. On ne t'entend pas. Appuie sur la touche M. Yes, c'est bon. Impeccable. Ok, top. C'est technique aujourd'hui. Alors, pour la partie vente, première partie, pourquoi le retour du cold call ? Simplement parce que c'est et ça reste le meilleur exercice. Comme on l'a dit, le cold emailing, il est moins décisif en 2025. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout sa place. Comme Emer l'a dit tout à l'heure, il a plutôt une place un peu plus maintenant de nurturing, mais ça va beaucoup moins marcher purement pour aller chercher du rendez-vous. Par contre, il est complètement utile pour le reste. On a besoin de lui pour le reste de l'écosystème d'acquisition. C'est possiblement le meilleur taux de conversion qu'on peut avoir sur la prospection, les appels. Et ça doit s'inscrire du coup dans une séquence complète selon les canaux d'acquisition. Ça peut être peut-être des emails combinés avec des appels, peut-être des messages LinkedIn, peut-être d'autres canaux d'acquisition spécifiques. Il y a aussi maintenant les vocaux qui arrivent beaucoup, les vocaux sur WhatsApp, les messages WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux, par exemple typiquement Twitter. Je sais qu'il y a pas mal de ventes qui peuvent se faire aussi là-dessus. Tout dépend un petit peu de votre marché. Les outils dont on va avoir besoin pour le cold call, pour les faire un petit peu dans l'ordre, le premier, ça va être la partie ciblage. Pourquoi le ciblage on a besoin d'un outil de ciblage qui est performant, parce qu'on a beau avoir le meilleur discours commercial, avoir les meilleurs numéros de téléphone avec le plus de taux d'enrichissement et les numéros les plus fiables. En fait, si on appelle les mauvaises personnes et qu'on va envoyer dans son pipe des prospects qui ne sont pas qualifiés, ça sert strictement à rien. Donc, la base, c'est vraiment du coup d'avoir un très bon outil sur la partie ciblage. La partie ciblage, elle peut être faite du coup bien sûr avec la partie acquisition. Et ce qui est très important de noter là-dessus, c'est qu'il y a un aller-retour. Typiquement, moi avec Emer, je vais dire j'ai vu tel compte qui m'intéresse, est-ce que tu pourrais le mettre dans une liste, etc. Nous, on a vraiment besoin d'un outil de ciblage qui est très précis pour ça. Ensuite, purement pour la partie appel, on va avoir besoin éventuellement, c'est pas obligatoire, c'est un peu selon les besoins, mais d'un logiciel d'appel. En fait, c'est simplement ça a 2 utilités. Première chose, c'est plus confortable, parce qu'on peut faire un click to call, on appuie sur le numéro, ça se lance depuis l'ordinateur, c'est plus simple. Et deuxième raison, surtout, et pour moi, je pense que c'est plus important pour ça que pour la facilité
d'appels. Bien sûr, si vous êtes BDR, vous passez 100 appels par jour, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse différence dans votre journée entre avoir Ringover, Aircall ou autre et juste un téléphone. Mais c'est sur la partie réécoute d'appels. J'y reviendrai plus tard, mais réécouter ces appels, c'est absolument capital. Et pour moi, il y a une grosse valeur qui réside là-dedans, puisqu'en général, les logiciels d'appel permettent de se réécouter. Et ensuite, on a notre partie CRM/Excel, où effectivement, on va en avoir besoin pour voir qui a répondu, qui n'a pas répondu, qui on doit appeler, qui on doit rappeler, et en gros, ce qui s'est passé, et par la suite, pouvoir faire des statistiques sur tout ça, que ce soit le côté d'ailleurs sales qui s'en occupe ou le côté marketing, mais pouvoir ajuster, pouvoir réitérer. Sur la partie statistiques à suivre, donc sur le cold call, il y a des statistiques assez précises qu'on a besoin de suivre, peu importe le marché dans lequel on est, peu importe le produit ou le service qu'on vend, ça va être plutôt les mêmes. On va avoir besoin de connaître le taux de décroché. Donc, c'est simple, c'est le nombre d'appels qu'on a passés sur le nombre de personnes qui ont décroché. Si on est entre 15 à 20% de décroché, c'est globalement assez bas. Quand on est entre 21 et 30, on est dans la moyenne. Quand on est à plus de 30%, on commence à être plutôt très bon. Sur les taux de décroché, il y a 2 variables en fait, sur lesquelles on va avoir un levier. La première, c'est votre outil d'enrichissement. Typiquement, Faro, nous, on vient se fournir depuis la plateforme chez Full & Rich, qui a un taux de découverte qui est très très haut, qui est exactement 76%. Donc, on trouve beaucoup de numéros de téléphone. Et le deuxième la deuxième variable sur le taux de décroché, ça va être l'heure à laquelle vous appelez et les jours sur lesquels vous appelez. Là-dessus, il n'y a pas de science exacte. Ça va dépendre de vos prospects, donc ça va dépendre de votre cible. Moi, globalement, dans ma petite carrière de sales, j'ai appelé des RH, des DG et actuellement, soit des DG, soit des Head of Sales Marketing. Et ça répond à des horaires un petit peu différentes. Je me rappelle avoir pris des démos avec des DG à 8h du matin. C'est sûr que si on appelle une RH à 8h du matin, là, il n'y aura tout simplement pas de réponse. Ça faisait un petit moment, pour la petite anecdote, que je n'avais pas fait d'appel le mercredi après-midi. Hier, Pierre était là, j'ai fait une session d'appel. Effectivement, c'était un petit peu léger sur les décrochés parce que c'est mercredi après-midi, il y a d'autres occupations, les personnes ont tendance à partir un petit peu plus tôt du bureau, etc. Donc ça, c'est vraiment vos 2 variables. Ensuite, on a la partie taux d'argumentation. Donc là, c'est les personnes avec lesquelles on a argumenté. Donc en gros, on a eu une discussion. Entre 10 et 15%, ça va être plutôt faible. Entre 16 et 25, on est dans la moyenne. Quand on est à plus de 26%, on commence à être bon. Sur les taux d'argumentation, là où on a un levier, ça va être majoritairement sur l'accroche. En gros, si on a une mauvaise accroche, on ne réussira pas à aller jusqu'à l'argumentation et on va se faire, entre guillemets, raccrocher au nez. Donc là, c'est vraiment l'accroche qui est importante là-dessus. Et je donnerai un exemple d'accroche et de script un petit peu plus tard. Ensuite, on a le taux de rendez-vous. Donc, le taux de rendez-vous, entre 4 à 6%, on va être plutôt faible. Entre 7 à 10, on est moyen. À plus de 11, on va commencer à être très bon. Là où on a un levier sur les taux de rendez-vous, ça va être encore une fois le ciblage. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir besoin d'un bon ciblage. Sinon, on va tomber entre guillemets un petit peu à côté et on va avoir besoin de passer des bons appels entre guillemets, d'avoir un discours commercial qui est bien rodé et plein d'autres bonnes pratiques que je pourrais vous donner par la suite. Mais globalement, ça va être le discours commercial qui va permettre une différence entre argu et taux de rendez-vous. Un petit peu les horaires, mais majoritairement, ça va aussi être ça. Sur la partie bonne pratique en cold call, c'est, comme je le disais, extrêmement important d'avoir un ciblage qui est à la fois précis, à la fois pertinent. Il y a sûrement des entreprises que vous ne pouvez pas cibler parce qu'ils sont, par exemple, chez un concurrent qui est énorme ou alors parce que les entreprises sont trop petites, etc. etc. Donc ça, c'est absolument capital d'avoir un ciblage qui est précis là-dessus et qui est pertinent. Ensuite, il y a la partie exploitation de la donnée transmise par la grosse. Donc là, typiquement, ce qui va se passer sur mes listes, ce qu'Emer va me faire,
je vais avoir des informations qu'elle a pu filtrer grâce à Faro. Typiquement, elle en a parlé tout à l'heure, ils vont utiliser Pipedrive ou HubSpot. Pour nous, c'est avantageux parce qu'on connaît une intégration native avec ces deux outils-là. Donc, pour moi, c'est un argument. S'il y a, par exemple, des recrutements de SDR, ou de BDR ou de Head of Sales, etc., c'est aussi un sujet. Donc, moi, ces informations-là vont être extrêmement importantes pour moi parce qu'elles vont me faire changer mon discours commercial et arriver avec un autre angle en face du prospect. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Ensuite, pour la structuration du pitch. La structuration du pitch, ça commence avec une accroche, tout simplement. Donc, l'accroche, petit exemple que j'ai utilisé hier, c'était, je le change un petit peu souvent, mais c'était le but, c'est d'être très clair et très rapide. J'ai dit bonjour, est-ce que je ruine votre après-midi si je vous dis que c'est un appel de prospection? En général, ça marche plutôt bien, les gens rigolent, il y a un petit moment de flou. Et là, on peut enchaîner avec du coup les infos qu'on a eues, qui ont été données par la grosse. Typiquement, voilà, je vous appelle parce que j'appelle tous les directeurs marketing. J'ai vu qu'il y avait, qui utilisent Pipedrive ou HubSpot. Comment vous faites typiquement? Et puis là, on enchaîne sur des questions qui ont rapport à l'outil. Comment vous allez créer pour nous vos listes de prospects? Combien de temps ça prend? Est-ce que vos BDR atteignent leurs objectifs? Etc. Une fois qu'il y a ça, notre prospect va répondre et malheureusement, il va nous donner des objections. Ces objections, il faut les noter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va les réutiliser en les redonnant au marketing pour savoir ça et on en a besoin, nous, pour être très au clair sur comment y répondre. Parce qu'on va avoir en gros 4-5 objections systématiquement. Ensuite, on va avoir une partie mindset pour les appels. Donc, pas de surprise, passer des appels, donc aller déranger entre guillemets des personnes qui ne connaissent pas, c'est pas facile, c'est pas tout le temps agréable. Donc, il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre de l'envie, il faut donner l'envie à la personne en face de nous répondre parce qu'elle ne nous connaît pas. Objectivement, elle n'a strictement aucune raison de prendre du temps dans son agenda pour nous. Donc, il faut être dans une bonne énergie. Il faut considérer chaque appel comme le premier appel de sa journée pour être dans une bonne énergie. Là-dessus, un petit peu, chacun a ses méthodes. Moi, je vais être debout pour appeler systématiquement parce que je n'arrive pas à être assis. D'autres personnes vont regarder un sketch, d'autres vont écouter de la musique avant leur session. Chacun a ses petites méthodes. Je vous invite à trouver les vôtres, tout simplement, pour être dans un bon mood. Et en fait, c'est extrêmement important. On ne peut pas avoir de rendez-vous si on a une mauvaise énergie pendant l'appel. L'énergie qu'on met pendant l'appel vaut au moins autant que notre discours. Et enfin, on a la partie réécoute des appels. Donc là, c'est extrêmement important de réécouter ces appels. Alors, il y a des outils d'enregistrement. Ou alors, on peut être à côté de ses collègues qui vont nous faire un feedback sur nos appels et on a besoin de dire, OK, là, j'ai pris une objection que je n'ai pas réussi à répondre. Typiquement, toi, comment tu réponds à cette objection? On doit se réécouter pour les mauvaises choses, mais aussi pour les bonnes, pour voir ce qu'on a réussi ou pas. Ensuite, on a besoin du coup de créer une boucle pour l'alignement avec les sales, avec le marketing, entre sales et marketing. Il n'y a souvent pas de boucle, il y a souvent juste une ligne droite des sales qui disent j'arrive pas à atteindre mes objectifs parce que le marketing ils font n'importe quoi. C'est malheureusement quelque chose qu'on entend souvent. C'est d'ailleurs pas les commerciaux qui disent ça, c'est pas souvent ceux qui font le plus de feedback à l'équipe marketing. Donc les sales doivent envoyer des feedbacks sur la typologie des rendez-vous. En gros, est-ce que c'était un bon rendez-vous ou pas? Quelles questions ils ont pu me poser? Quels étaient leurs pains? Et donc, comment on fait ça? On a un canal commun sur Slack. Si on est en physique, on peut en parler aussi. Nous, chez Faro, on a des commandes donc, sur notre CRM. On peut faire un @content ou @outbound. Donc, pour échanger avec l'équipe marketing, @outbound, c'est pour relancer un prospect sur la partie marketing. @content, c'est plutôt pour relancer de notre côté ou donner du feedback, etc. On fait des points hebdomadaires sur comment s'est passée la semaine, la journée de cold call, et on communique sur les comptes qui convertissent bien. On se dit, OK, pourquoi ça a bien converti? Quel ciblage on a utilisé? Quel filtre a pu changer la donne? Quel discours j'ai eu? Et en gros, pourquoi tout ça a bien fonctionné?
C'est à peu près tout de mon côté. Pierre, je te laisse reprendre la main du coup. Ouais, on avait quelques questions. Merci déjà pour la présentation et pour tous les tips. On avait quelques questions dans le chat. Je vois que Imer, tu as commencé à répondre. On avait une question aussi de Amandine. Je ne sais pas si tu l'as vue. Oui, mais peut-être, je ne sais pas si tout le monde a vu la question de Jérémy. Il voulait savoir, est-ce qu'une approche conventionnelle, c'est toujours plus pertinent même par email? Nous, on fait les deux parce que des approches conversationnelles sont très manuelles. Par exemple, nous, on a une séquence, c'était j'ai vu que vous êtes dans telle industrie, est-ce que vous prospectez pour trouver des nouveaux clients? On avait énormément de réponses, mais pour pousser le prospect à faire un essai chez nous, ça a pris quand même, je crois que c'était 5 relances, un truc comme ça, un peu de back and forth au moins pour les faire un essai. Alors que si on est tout de suite très clair sur nos démarches, pourquoi on les contacte, si on a un CTA très clair à la fin, si on peut identifier un challenge chez eux, c'est moins manuel la conversion. Et donc, ça demande moins de temps. Mais ça dépend vachement des industries. Donc, ce que je propose, c'est plus de faire tester les deux pour voir ce que ça fonctionne mieux en parallèle et pas changer d'autres paramètres, faire exactement le même ciblage pour voir ce qui peut fonctionner sur ton marché le mieux. Ouais, faire de l'A/B testing et ne modifier qu'un seul paramètre à la fois pour être certain de ce qui fonctionne ou pas. Et pour ajouter, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a fait des contenus sur le sujet. Il y a aussi une grosse part d'intent data, tu en as parlé un peu, Imer, mais l'importance de la contextualisation et de la dynamique de l'entreprise qu'on adresse pour savoir si on va opter plus pour une approche conversationnelle pour engager donc un échange, ou si on a identifié une problématique urgente, importante. Et dans ce cas-là, on va être beaucoup plus sharp dans l'approche de l'email, j'imagine. C'est ça. Et je vais répondre à Pauline et Amandine en même temps, et peut-être que Maëlle, que tu peux regarder la question c'était Nicolas, je crois. La question de Nicolas est technique, hein, quand même. Donc, c'est pour ça on travaille justement sur le Google Sheet. Donc, pourquoi je ne fais pas des tâches d'appel dans l'Emlist? C'est parce que pour nous, c'est une question d'organisation. Les séquences multicanales dans l'Emlist, je les trouve très difficiles à analyser parce qu'elles ne distinguent pas bien les clics, les ouvertures, les acceptations d'invitation et les appels. Donc, c'est hyper difficile d'exploiter les résultats après. Donc, je préfère d'abord lancer une campagne email séparément et puis lancer une campagne d'appel séparée. C'est vrai qu'on peut le faire dans l'Emlist, mais je trouve qu'au moins quand j'étais BDR, une fois que je passais l'appel, il mettait automatiquement le prochain appel, donc dans 3 jours. Je n'avais pas de main dessus. Donc, si par exemple, dans votre BDR ou mail, dans notre cas, passe les appels, fait des séances de call 2 fois par semaine, ça éparpille vachement les tâches et peut se trouver un vendredi avec 70 appels à passer et c'est pas comment le prioriser. Alors que sur Google Sheet, c'est beaucoup plus simple avec les notes et les colonnes, je trouve, à suivre. Et c'est pour ça aussi on fait sur le Google Sheet pour centraliser la communication. Donc Alexis, Maëlle et moi, on a tous accès au Google Sheet. On peut filtrer par statut, par exemple, objection, voir ce qui était dit, voir tous les comptes qui étaient intéressants à activer. On peut voir aussi, par exemple, une industrie qui était même pas une industrie, pardon, une entreprise avec plusieurs filiales qui avait bien répondu à un appel de mail. On pourrait décider, OK, la prochaine session, on va essayer de chercher tous les filiales et les mettre dans la prochaine liste. Donc, c'est vraiment pour ça on est sur le Google Sheet. Oui. Et si je peux ajouter pour Pauline, il y a aussi une démarche de l'équipe marketing, parce que moi, on a parlé beaucoup de growth et de sales, mais évidemment, en tant que content manager, je m'inscris dans cet alignement pour que mes contenus soient pertinents, qu'ils apportent de la valeur. C'est important aussi que le marketing fasse la démarche d'aller vers les sales pour aller chercher de l'information. On a des rituels 3 fois par semaine
où les matins, on échange sur les actualités, sur ce qu'on a noté chez nos prospects, chez nos clients, les questions qui sont revenues, etc. Donc, il y a beaucoup d'échanges. On va centraliser tout ça donc, sur un Google Sheets. On a aussi un outil de réécoute d'appels où moi, je vais aller prendre les transcriptions des appels et je vais les faire analyser par ChatGPT, par exemple, pour voir tous les points qui ressortent, etc. Donc, c'est hyper important donc, pour me tenir à jour de l'information terrain. Et c'est comme ça qu'on entretient donc, la visibilité de toute l'équipe. Il y a vraiment une question de proactivité parce que vous pourrez tout automatiser, mais en fait, même en automatisant tout, malheureusement, il y aura des choses que des informations qui vont passer à côté. Par exemple, Maël parlait de sa session de call hier. Pendant qu'il était en call, je suis resté à côté de lui parce que c'est important pour moi d'entendre comment il prospecte, quelle approche il fait dans son pitch, comment il le structure, les objections qu'il a, les informations qu'il reçoit, etc. Et c'est comme ça que vous pouvez donner de la visibilité à toute votre équipe. C'est important qu'il y ait une certaine émulation collective et que tout le monde soit dans la même pièce parce que les échanges sont essentiels dans ce genre d'alignement. Voilà ce que je peux ajouter de mon expérience. Pour reprendre la question de Nicolas, donc je travaille dans le secteur de la prévention santé sécu et mes personas sont QHSE, ergonomes préventeurs qui sont généralement sur le terrain, usine et sont très difficiles à avoir au téléphone. Ou alors leurs numéros sont en hidden DNC. Alors, je ne sais pas ce que c'est hidden DNC. Difficile à avoir au téléphone. Est-ce que, Nicolas, vous passez par les 06? Est-ce que vous passez par les standards? Comment on peut faire dans ce cas-là? Aujourd'hui, on ne fait que du mail, message LinkedIn, mais le taux de rendez-vous est bas, des solutions. Pour moi, la solution, et j'ai des collègues qui sont dans le même... qui ont la même cible, et pour le coup, pour eux, ça marche plutôt bien en appel, parce que de ce que j'avais compris, alors je suis peut-être une généralité, mais sur ce qui était QHSE, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il n'y avait pas énormément de personnes qui les appelaient. Alors, ça vient sûrement du fait que c'est pas simple de les avoir, mais comme ils sont pas très démarchés, contrairement à d'autres personas, du coup, forcément, on a beaucoup plus de marge, entre guillemets, pour pouvoir les adresser. Donc, c'est des numéros sur liste rouge. On passe par les 06 quand on les a, mais ils ont des téléphones d'entreprise sur leur site. Numéro sur liste rouge. OK. Alors, je ne sais pas avec quel outil vous enrichissez. Ils ont des téléphones sur Conism. OK. Pour le coup, là-dessus, Nicolas, je me demande si vous n'avez pas fait un essai sur Faro, d'ailleurs. Mais essayez de passer par Faro, d'enrichir quelques numéros de téléphone. On passe par Full Enrich et honnêtement, il y a des grandes chances. Si je ne dis pas de bêtises, Conism, c'est Casper sur l'enregistrement téléphonique, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un taux de découverte qui est plus élevé chez Full Enrich. Je vous conseille vraiment de faire une phase de test, d'enrichir une dizaine de numéros de téléphone. À mon avis, vous verrez la différence là-dessus. Et vous pensez quoi de Conism? C'est un concurrent. Donc, comme tout concurrent, je vous en parlerai pas mal, mais c'est pas du tout le sujet. Mais ils sont... voilà, c'est un concurrent, tout simplement. Pour l'enregistrement téléphonique, eux passent par Casper. Encore une fois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est différents là-dessus. Et je crois aussi que Conism se base au niveau du ciblage que sur LinkedIn, je crois. J'ai un petit doute là-dessus, mais c'est ce que j'ai cru comprendre d'un de nos clients qui est passé de chez eux à chez nous. Là où nous, on a tout ce qui est données légales, INSEP, INPI, etc. Donc, on a beaucoup plus de bases de données différentes que Conism là-dessus. Oui, il faut savoir que Conism, ils n'ont pas de données légales dans leur base. Donc, c'est beaucoup moins pertinent pour France, en tout cas. Je vais vous envoyer notre comparatif. Il y avait une question aussi, je me suis peut-être trompée, je pensais que Fadam, on pouvait enregistrer des call-calls, mais ça ne doit pas être le cas.
Comment tu enregistres tes cold calls, Mel, quand tu fais des... Oui, alors, plusieurs possibilités. Effectivement, Fatom, c'est pour Pierre parlait tout à l'heure de mes calls en visio, de mes démonstrations, pas de mes cold calls, qui sont du coup pour lui, entre guillemets, un peu plus intéressantes parce qu'il a 1 heure d'appel, contrairement à 5 secondes, donc forcément, on va plus en détail. Donc, avec Fatom, si je ne me trompe pas, on ne peut pas. Comment je fais? Soit, si vous avez un logiciel d'appel type Ringover, Aircall, etc., c'est possible. Sinon, il y a des petits enregistreurs en ligne et vous pouvez lancer l'enregistreur et en même temps passer votre appel et le réécouter après. Les deux manières de le faire. Oui, on avait une autre question aussi. Lors de la constitution de la base de données via votre plateforme de recherche plateforme, est-ce que les contacts déjà présents dans le CRM sont-ils automatiquement exclus? Non, ils sont présents, mais on a des filtres. Donc, vous pouvez... est-ce que... Non, j'allais dire qu'on est parti sur un démo, ça pourrait être un peu, un peu désorganisé. On partagerait pas l'écran pour montrer. Oui, on a des filtres CRM, donc vous pouvez en même temps écarter tous les gens qui sont dans votre CRM ou filtrer par des lifecycle deals. Donc, ça dépend des lifecycles qui sont dans votre CRM. Nous, ça peut être démo en cours, essai en cours, client, churner, etc. Et comme ça, vous pouvez réactiver des gens qui ont un essai, par exemple l'année dernière, les réactiver avec une campagne, avec vos nouvelles fonctionnalités. Ce sera mieux que exclure tous les gens qui sont dans votre CRM parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont pertinents présents dans les CRM. Christophe, j'ai bien noté votre nom. Normalement, j'ai votre email puisque vous êtes inscrit. Je pourrais vous envoyer de la documentation sur les listes d'exclusion au sein de Faro et comment les utiliser. Oui, c'est ça. Vous pouvez aussi, sinon, faire une liste d'exclusion avec tous les clients et peut-être des concurrents que vous n'avez pas envie de contacter avec des campagnes. Vous pouvez passer par ça aussi. Ouais, d'ailleurs, petite précision en plus sur les CRM avec lesquels on a une intégration native, donc HubSpot Pipedrive, il y a l'information sur les prospects, sur les personnes et les entreprises. Donc, on a 3 niveaux de reconnaissance différents. Le prospect, en gros, c'est la personne, le contexte de son entreprise. La personne, ça va juste être en gros le prénom, le nom. Et l'entreprise, simplement l'entreprise. Parce qu'il y a bien sûr des cas où vous pouvez avoir l'entreprise qui est déjà présente dans votre CRM, mais pas le contact, parce que peut-être que vous avez un ancien contact qui est plus à jour, etc., etc. Donc, il y a plein de... Et inversement. Donc, on a un niveau de granularité aussi plus fin là-dessus. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez évidemment nous contacter sur le chat directement sur faro.com. Si vous n'êtes pas encore client de la solution, vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran ou vous rendre sur faro.com. Vous pouvez tester notre solution. Vous avez 15 jours et 100 crédits offerts. Voilà, globalement. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Merci Imer et merci Maël pour votre retour d'expérience et vos tips très concrets. Merci beaucoup. Encore une fois, je vois qu'il y a des questions. Jérémy, on va peut-être prendre la dernière question de Jérémy. Et de Christophe aussi. Je ne vois pas. On va les noter et on y répondra par email, j'imagine. Alors, vous pouvez essayer Minari, un outil pour savoir quels sont les téléphones actuellement joignables. Ça, c'est un power dialer qui permet du coup d'envoyer plusieurs appels à la fois. Non, je ne l'utilise pas parce que j'aime bien le faire plutôt un par un. Je n'ai pas envie de préparer 5 fiches et de me dire que je ne sais pas sur qui je vais tomber. Mais ça, c'est très personnel. Dans le cas où moi, je ne fais pas 70 appels par jour, si j'avais besoin de faire 70 appels par jour, je serais très content de le faire. Enfin, d'avoir un petit comme ça, je pense. Et on avait une deuxième question. Quelles sont les sources le moteur Faro s'applique pour afficher les effectifs d'une entreprise. Il y en a plusieurs, ça peut être par LinkedIn et ça va être aussi sur LinkedIn. Il y a les deux, en fait. Vous avez la possibilité de voir les deux. Génial. Eh bien, merci. Cette fois, c'est la conclusion. Merci d'avoir répondu à ces 2 dernières questions, Maël. Bonne journée à toutes et à tous et à très vite sur Faro. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée.